Good Morning Business, le grand entretien. Le grand entretien, ce matin, on va parler de changement climatique. Notre invité avec Raphaël Legendre, c'est Ilian Moundib. Bonjour. Bonjour. Vous êtes ingénieur en stratégie de résilience climatique. Vous avez publié S'adapter au changement climatique. C'est aux éditions Tana. Météo France a dévoilé hier ses nouvelles projections climatiques pour une France à plus 4 degrés à la fin du siècle. En gros, la région parisienne, ça sera Montpellier, tandis que la moitié sud, elle ressemblera à l'Andalousie. Il n'est plus question de lutter contre le changement climatique. Désormais, il faut s'adapter. Évidemment que si, il est toujours de mise de lutter pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre. J'ai fait mes devoirs avant de venir, je vous ai rapporté quelques graphiques pour essayer qu'on comprenne un peu ensemble ce matin les conséquences du changement climatique et les différents scénarios possibles. Donc sur le graphique que je vous présente ici, c'est un graphique du Haut Conseil pour le climat. Vous avez 3 générations de Français et vous avez ce qu'on appelle les bandes climatiques. Les bandes climatiques, en réalité, ce sont les différences de température que vous avez par rapport à l'ère pré-industrielle selon la couleur. Quand vous êtes en vert bleu, vous êtes autour de 0 ou 1 degré de différence. Et aujourd'hui, ici la figure date de 2022, mais on est pareil, en France on a déjà pris autour de 1,7 degré, 2 degrés. Ce qu'on voit, parce qu'une partie de nos auditeurs ne sont uniquement en radio, ils ne vous voient pas. Donc pour ceux qui sont nés en 1950, il ne fera pas trop chaud jusqu'à ce qu'ils aient 70 ans. Pour ceux qui sont nés en 2020, exactement. En gros, à partir de l'âge adulte, ils vont déjà connaître des changements climatiques très importants. Exactement. Et ce qu'il faut remarquer aussi dans cette figure, c'est qu'on a 3 scénarios possibles pour le futur. On a un scénario bleu ici, qu'on appelle scénario forte baisse des émissions, ce sont les accords de Paris. Et vous remarquez que dans ce scénario bleu, on reste jaune, c'est-à-dire que le changement climatique est irréversible. Si on arrête d'émettre des émissions de gaz à effet de serre demain matin, on arrête le changement climatique à 1,7 degré en France, mais on ne revient pas en arrière. Ça signifie en particulier que les conditions, par exemple, de 2022, où on n'avait plus d'eau au robinet sur une partie du sud de la France, sont la nouvelle moyenne à 2050, 2060. Et ensuite, on a deux autres. Et ça, c'est le scénario optimiste. Ça, c'est le scénario si on tient l'accord de Paris. Ouais. Et ensuite, il y a 2 autres scénarios. Le scénario rouge, qui est un scénario d'emballement climatique, et le scénario orange, qui est en fait le scénario de la France 4 degrés, où en fait les différents États tiendraient tous leurs objectifs climatiques, sachant qu'il y en a un État qui nous fait le coup tous les 4 ans de plus vouloir les tenir. Ça nous mènerait à 3 degrés niveau mondial de réchauffement et 4 degrés en France. Alors augmentation du stress hydrique, vous l'avez dit, effondrement de certains rendements agricoles, des sécheresses en cascade, ce sont les scénarios évoqués aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des endroits en France qui deviendront véritablement invivables ? Alors, il va y avoir énormément d'impact, donc je vais continuer avec mes Vous avez une autre carte ? J'ai plusieurs autres cartes, oui. Puisqu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que Météo France nous a dévoilé effectivement les différents scénarios d'une France 4 degrés. Ouais. Et une France 4 degrés, c'est une France avec 3 saisons supplémentaires. C'est une saison du trop chaud, comme vous voyez sur cette carte. Ici, quand vous êtes en rouge vif à 2100, vous êtes à plus 7 degrés. Donc, par exemple, vous voyez... Principalement dans le sud-est, voilà, et la façade est de la France. Voilà. Plus vous êtes au sud, plus il fait chaud. PACA et une partie de Rhône-Alpes. Mais vous voyez que tout est autour de 4 degrés de réchauffement, à peu près en France. Donc ça, c'est le trop sec. Ça peut vouloir dire des canicules qui durent plusieurs dizaines de jours, voire plusieurs mois. Et on a aussi 2 autres impacts. Le changement climatique, il augmente les températures, mais il exacerbe les 2 extrêmes du cycle hydrologique. Donc vous avez ici ce graphe avec les précipitations hivernales, c'est-à-dire que vous voyez qu'on a une augmentation relative de l'ordre de 25 à 40% sur toute la moitié nord. En fait, toute l'eau évaporée en plus, 1 degré de réchauffement, c'est 7% de potentiel d'évaporation en plus. Et bien toute cette eau, elle va retomber d'un coup, et en particulier sur le nord du pays. Donc on va avoir un nord qui va être sous le trop d'eau en permanence. Et la dernière petite carte, c'est le trop sec, puisqu'en fait les deux vont ensemble. En réalité, ce que vous avez ici, c'est qu'en fait tout le sud du pays va être plus sec. Notamment, vous voyez toute la région des Pyrénées. Pourquoi ? Parce que notamment l'Espagne et le sud de l'Europe sont en voie de désertification avec les effets du changement climatique. Vous voyez également la Bretagne avec des diminutions de précipitations importantes d'après les scénarios de Météo France. Et donc une France 4 degrés, c'est une France où on a du trop sec, du trop chaud et du trop d'eau à gérer en permanence. C'est pour ça que s'adapter à 4 degrés, il faut être très précautionneux quand on parle de ça. Puisque en réalité, on va être confronté à des néoclimats et on va être confronté à des situations que l'on n'a jamais affrontées. Les extrêmes d'aujourd'hui vont devenir la moyenne et on va être confronté à des extrêmes différents
pour lesquelles nos infrastructures ne sont pas dimensionnées. Donc premier sujet, il y a les villes, mais il y a aussi la gestion de l'eau. Là-dessus, il y a beaucoup de choses à faire. Exactement. Alors qu'est-ce qui se produit donc ? Changement climatique égale plus chaud, égale une évaporation plus importante, égale une évapotranspiration plus importante, c'est-à-dire des sols plus secs, une végétation plus sèche, et donc des nappes phréatiques qui vont se remplir moins facilement, puisque le sol est sec, il absorbe moins les précipitations, notamment quand elles arrivent d'un coup. Et donc le débit des cours d'eau va devenir de plus en plus faible, en tout cas en été, et donc on va se retrouver dans une situation où on aura beaucoup de difficultés à gérer les différents conflits d'usage de l'eau. Je donne un exemple, ce qui prélève le plus d'eau en France, c'est la production d'électricité nucléaire et hydraulique, tandis ce qui en consomme le plus, c'est le modèle agricole, et notamment l'utilisation de maïs, qui est une plante qui va consommer énormément d'eau, en particulier pendant la période estivale. Et donc tout ça, cette gestion de l'eau, il va falloir l'organiser, parce que si on ne l'organise pas, on va se retrouver à faire face à des conflits d'usage en permanence. Ça veut dire quoi? Ça veut dire plus de stockage? On a vu les conflits qu'il y a pu y avoir autour des méga bassines ces derniers mois, ces dernières années. Donc, qu'est-ce que vous proposez comme solution? Alors, la meilleure solution, c'est ce qu'on appelle l'hydrologie régénérative. Qu'est-ce que c'est l'hydrologie régénérative? C'est en fait, on va cultiver l'eau, on va utiliser la parcelle agricole pour, en fait, au lieu qu'on ait une parcelle agricole ici qui fait quand on a un excès d'eau, tout va dévaler sur la pente, on va remplir notre parcelle agricole de petites retenues avec sol désimperméabilisé pour que l'eau puisse se réinfiltrer profondément dans les sols. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser des formes d'agriculture pour ralentir le cycle de l'eau. C'est presque de la culture en terrasse. Non. Il y a presque des rizières. Ça ressemble, oui, effectivement. Ouais. Et en fait, l'idée, c'est aussi d'y adjoindre toutes les solutions d'agroécologie et d'agroforesterie. Les arbres sont le meilleur stockage d'eau qu'on a en réalité, puisqu'avec leurs racines, ils vont aller stocker de l'eau en profondeur et également, ils vont pouvoir, en période de sécheresse, aller chercher de l'eau en profondeur pour tout l'écosystème, pour tout le sol. Et tout ce qui est agroécologie, c'est ce qui va nous permettre de remettre de la vie dans les sols. Plus on a de vie dans les sols, plus on va pouvoir, en fait, faire circuler l'eau et donc ralentir le cycle de l'eau et donc se préparer à des sécheresses qui seront plus intenses et absorber des excès de précipitations qu'on va devoir affronter. Est-ce qu'après vous avez chiffré, parce que on comprend très bien, c'est très clair après ce cours de réchauffement climatique, mais il faut parler aux agriculteurs en termes de ROI, en termes d'investissement. Est-ce que vous arrivez à chiffrer le coût d'avoir une démarche préventive par rapport à attendre que ça se passe mal? Oui, alors ça c'est je vais peut-être répondre avec un paradigme plutôt, c'est le paradigme de la robustesse par rapport au paradigme de l'efficacité. Aujourd'hui, notre système économique, et en particulier notre système agricole, il se retrouve dans une situation où on va essayer d'avoir toujours le meilleur rendement. Si on a toujours le meilleur rendement, on va utiliser des types de cultures qui sont homogènes génétiquement et donc on va devoir y mettre des engrais et des pesticides et on va dégrader progressivement la qualité de nos sols. Et en fait, il va falloir, et donc ça va nous faire un bon rendement, on va dire, je dis n'importe quoi, 5%, 6%, et à un moment, en fait, vous allez avoir une crise grave et cette crise grave, elle va vous faire perdre 70% de rendement. Et donc ça, c'est le paradigme de l'efficacité dans notre économie. Si on est efficace à tout point de vue, en fait, on n'est pas robuste. La question de la robustesse, qui vient du biologiste Olivier Hamon, c'est l'idée d'avoir un système économique qui fait peut-être un peu moins de rendement, mais qui, quand il est confronté à une crise grave, ne s'effondre pas d'un coup. Capacité de résilience. Exactement. Ça peut être aussi la question de la résilience. C'est un peu la même chose en termes de sémantique. Mais l'idée, c'est d'avoir en fait un système économique qui prend en compte, qui fait de la prospective sur le futur réel qui va lui arriver, qui donc essaye d'anticiper et qui essaye fondamentalement de pas mettre tous ses œufs dans le même panier. D'accord ? C'est ça fondamentalement la question de la robustesse. Ilan Moundib, une dernière question sur les politiques publiques. Oui. Gouverner, c'est prévoir. Est-ce que vous estimez que les politiques publiques et les politiques dans leur ensemble sont à la hauteur de ce bouleversement? Est-ce qu'on a assez planifié ce changement? Alors évidemment non, malheureusement. Pourquoi ? Parce que justement, il n'y a pas cette logique de planification. La planification est aujourd'hui un petit peu un mot commercial qui ne recouvre pas de réalité concrète. Et donc cette planification... On vient de préparer, je vous coupe, pardon, mais on vient de présenter le 3e plan national d'adaptation au changement climatique. Exactement. C'était il n'y a pas longtemps, c'était au mois d'octobre. Tout à fait. Ce plan est de bonne qualité en termes de rédaction. Par contre, c'est un plan qui est malheureusement sans boussole et sans financement, du fait notamment des turpitudes politiques
politique, mais aussi de l'austérité budgétaire qui est planifiée. Et la planification écologique et la planification de l'adaptation climatique va nécessiter des investissements importants. Il va falloir par exemple qu'on désimperméabilise largement nos villes en y incluant des trams bleues et des trams vertes. Il va falloir faire la rénovation thermique des bâtiments face au trop chaud. Il va falloir faire de l'hydrologie régénérative. Il va falloir renaturer nos cours d'eau. Il va falloir adapter nos forêts aussi. Nos forêts sont en train de s'effondrer parce que le changement climatique va déjà trop vite pour elles. Et donc, il va nous falloir remettre en fait les décisions collectives démocratiques au centre de notre avenir, puisqu'on va devoir faire face à aux effets du changement climatique, et mieux vaut l'anticiper que de le subir. Un monde plus chaud à 4 degrés, ça sera impossible à assurer. C'est ce que disait Henri de Castries, le PDG d'AXA à l'époque. C'était en 2015 à la COP19. On y va irrémédiablement. Merci beaucoup Iliane Moundib d'être venue ce matin, ingénieur en stratégie de résilience climatique.